On va pouvoir reprendre. Donc j'espère que vous avez passé un bon repas et que vous n'allez pas trop vous éteindre lors de la digestion. On va faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Et pour commencer, en fait, donc cet après-midi, on vous avait dit que ce serait la thématique du travail en équipe et qualité des soins. Et puis, en premier lieu, on va avoir Loïc Kéribin qui va nous présenter certains éléments. Rebonjour à tous. Et du coup, effectivement, alors, il était sans doute écrit sur le programme au début qu'Anne Chevrier, que la chef du service certification, devait être avec vous aujourd'hui. Elle s'excuse, elle n'a pas pu être là. Et donc, j'ai la lourde mission de la remplacer pour vous parler de travail en équipe dans la certification. Et avant d'aborder directement ce terme du travail en équipe, je voulais peut-être revenir sur le concept plus général de management par la qualité. Alors Valérie Vallot, ce matin, elle m'a presque tout pris. Donc, ce que je vais vous dire va être nettement moins bien que ce qu'elle vous a dit. Mais en tout cas, c'est assez rassurant de voir que la perception des professionnels de terrain et la version et la conception qu'a la HAS du management par la qualité est absolument partagée et que nous avons la conviction, avec des professionnels qui sont très engagés dans le sujet, que c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on arrive à embarquer l'ensemble des professionnels. Alors un petit point de définition, je vous en ai pris deux des définitions de la qualité en santé, une définition de l'OMS et une définition américaine, que je ne vais pas vous relire parce qu'en fait j'aurais pu en choisir 50, voire peut-être même 150, pour pouvoir expliquer ce que c'est. Et en fait ce qui est le plus intéressant, c'est quelles que soient les définitions qu'on prend de la qualité, il y a tout un tas de termes qui reviennent assez régulièrement et qui permettent d'avoir une vision de ce qu'est la qualité des soins et les différentes qualités, les différentes dimensions de la qualité à l'hôpital. Alors, je ne vais pas toutes les détailler, des soins efficaces, c'est-à-dire des soins qui permettent d'atteindre les objectifs thérapeutiques et cliniques qu'on a fixés. Des soins efficients, ce n'est pas à vous que je vais expliquer que les ressources sont plus que contraintes et qu'il convient de les utiliser à bon escient. Des soins équitables, évidemment sans aucune discrimination et délivrés à l'ensemble des patients, quelle que soit leur croyance, leur ethnie, leur niveau social, leur milieu social. Équitable aussi géographiquement, c'est la question qu'on évoquait ce matin rapidement sur la proximité. Et puis, un point extrêmement important qu'on a évoqué ce matin, et c'est un petit peu le bas de cet entonnoir, des soins centrés patients, c'est-à-dire centrés sur le patient, avec l'ensemble des travaux qui sont réalisés par les professionnels en direction du patient et qui permettent, in fine, d'améliorer la qualité de la prise en charge et le patient qui, en sortie de séjour, retrouve une vie la plus proche possible de celle qui était la sienne avant d'entrer à l'hôpital. Là encore, sont des thèmes et des conceptions qu'on a abordées ce matin, toujours cette logique d'entonnoir. Pour manager par la qualité, il faut savoir déjà ce qu'on est. On est un établissement de santé. Qu'est-ce qu'on fait sur le territoire? À quoi on sert? Pourquoi on le fait? Pourquoi on fait ça et pas autre chose? Comment est-ce qu'on se met en ordre de marche pour répondre aux besoins de la population? Comment est-ce qu'on développe un projet médical et soignant qui soit au service des préoccupations sanitaires du territoire? Je vais évidemment caricaturer, mais dans un territoire où vous avez 99% de patients de plus de 60 ans, d'avoir une maternité, ça ne sert peut-être pas à grand-chose et ça fait justement consommer beaucoup de ressources. Et je reviens à l'efficience que j'évoquais avant, des ressources qui nécessairement, si elles sont mobilisées sur un point, ne peuvent pas être mobilisées sur l'ensemble puisque les ressources sont contraintes. C'est ce projet d'établissement, ce projet médico-soignant, ensuite il faut le décliner en cascade sur des projets de pôle, des projets de service, c'est-à-dire comment moi, en tant que pôle, en tant que service, en tant qu'unité, je m'inscris dans ce projet général de l'institution et comment je décline ce projet institutionnel à l'échelle d'une entité plus petite. Et puis après, on arrive au niveau du professionnel. Par des fiches de mission institutionnelle, moi comme professionnel, pourquoi je me lève le matin? Alors pour avoir un salaire sans doute, mais pas que. Qu'est-ce que je fais dans cette institution? Comment je me place dans cette institution? Et comment ma fiche de mission individuelle résonne face au projet de pôle dans lequel je travaille et plus généralement encore dans le projet de l'établissement.
Cette conception, eh bien, elle permet au final d'expliquer et de donner du sens. Valérie Vallot l'a beaucoup dit ce matin. Donner du sens, parce qu'évidemment, c'est ça qui permet au final de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et au final, de ne pas avoir le sentiment de faire des choses parce qu'on nous dit de les faire, ou parce que le médecin m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, ou parce que la cellule qualité m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Je crois que clairement, vous le savez bien mieux que moi, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Et le fait de dire « faut faire parce qu'il faut faire », c'est le meilleur moyen de planter et en réalité de développer des pratiques individuelles où chacun fait comme il croit bien faire, comme il a envie de faire, considérant qu'il est persuadé que sa façon de voir les choses est évidemment la meilleure. Donc cette définition du sens, elle permet d'expliquer au professionnel ce qu'on attend de lui, quelles sont les bonnes pratiques sur lesquelles il doit s'appuyer pour évidemment réaliser les soins et son travail dans de bonnes conditions, les outils avec lesquels il doit travailler, parce qu'évidemment, s'il y a les bonnes pratiques, mais pas les outils qui vont avec, ça ne sert à rien, et comment, sur la base de quels indicateurs, de quelles évaluations, eh bien, on va s'assurer que les missions qui sont les siennes sont correctement réalisées avec des indicateurs pertinents qui permettent in fine de justifier de l'efficience, l'efficacité, tous les mots qu'on voyait tout à l'heure sur la slide précédente. Il y a une petite animation, désolé. Là aussi, on en a parlé ce matin, donc je ne vais pas intégralement le détailler, mais il y a 3 points qui permettent d'impliquer les professionnels et d'impliquer les équipes. C'est exactement les travaux et la manière dont le centre hospitalier de Morteau a détaillé ce matin la capacité à embarquer l'ensemble des professionnels dans une démarche autour, donc c'était la maltraitance, mais je ne doute pas que ce soit sur d'autres sujets, pour que l'ensemble des collectifs médicaux, paramédicaux se saisissent des sujets. Sujet important, la communication. La communication, elle n'est évidemment pas la même dans un établissement de 1000 lits que dans un établissement de 100 lits, de 50 lits, de 25 lits. Elle n'est pas la même quand on fait du bloc, de l'AREA, des urgences, du SSR, du SLD, que quand on a une activité relativement homogène, type gériatrie, même s'il y a des scissions entre la médecine, le SMR et l'USLD. Cette communication, elle passe par des affichages. Ça, vous connaissez ça aussi par cœur. Les affichages sauvages, où on ne sait même plus ce qu'on regarde tellement il y en a. Les affichages où les couleurs sont passées, où on se dit, tiens, ça fait quand même bien longtemps qu'il n'a pas été changé ce poster. Et que plus personne ne regarde, parce qu'en réalité, on le regarde 3 fois quand on passe et après on l'oublie, est un moyen de communication. Le fait d'aller vers les équipes, d'aller les rencontrer, et Valérie Vallot le disait ce matin, la procédure écrite dans un coin sans impliquer les professionnels, c'est immédiatement une procédure qui part à la poubelle parce qu'elle ne sert à rien. Alors on a parlé de café qualité, on a parlé de café éthique, chacun prendra du café, du thé ou autre chose s'il veut. Mais l'idée, c'est vraiment d'être au contact des professionnels pour que les cellules qualité et les gens qui connaissent la technique de la qualité eh bien, aillent parler aux professionnels et soient un appui. Le boulot du médecin, le boulot de l'infirmière, c'est de faire des soins. Ce n'est pas de faire de la qualité, ce n'est pas de devenir un expert de la qualité. Ça ne marchera pas, ce n'est pas leur boulot, ils n'ont pas fait des études pour ça. Ils ont fait des études pour faire du soin, ils se lèvent le matin pour faire du soin, et effectivement, derrière, on leur apporte les outils et les méthodes pour qu'ils ils se saisissent de ça. Autre sujet, les espaces de parole. Enfin, ça rejoint un peu le précédent, évidemment, c'est laisser la liberté à chacun de s'exprimer, de donner ses idées qui peuvent améliorer les organisations, parce qu'évidemment, les organisations, elles ne sont jamais meilleures que quand elles viennent des gens qui les mettent en œuvre. Un autre sujet qui est important pour le travail en équipe, c'est la maîtrise des risques. La maîtrise des risques, ça veut dire qu'on partage les recommandations de bonnes pratiques et les bonnes pratiques dans l'équipe. On ne peut pas, avec une personne qui pense que c'est ça qu'il faut faire, l'autre personne qui pense que c'est ça qu'il faut faire, chacun étant convaincu qu'il aborde et il utilise la bonne pratique. Donc ce travail de mise en cohérence des références qui permettent de définir les bonnes pratiques et d'écrire des procédures en commun, c'est évidemment un outil de renforcement de la maîtrise des risques. Et puis le troisième thème, c'est le travail en équipe, c'est le sujet central. Il est un point important de la certification de la saison actuelle, j'aime bien ce terme, de la saison actuelle, et il le sera encore après. Là aussi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un management participatif, c'est-à-dire un management beaucoup plus horizontal que vertical, des partages de temps, de la définition, on a mis 2 chartes, mais enfin ça peut être sous différentes formes de fonctionnement. Et puis il y a des outils plus concrets qui sont mis en place par la HAS, mais pas que. On en a parlé un peu ce matin sur Pacte. Pardon, la culture. L'animation était vraiment très longue.
Un des outils qui est important pour le travail en équipe, c'est l'accréditation des médecins. Et au-delà de l'accréditation des médecins, l'accréditation des équipes. Alors médicales, évidemment, parce que c'est le médecin qui porte l'accréditation, mais le médecin il ne peut pas travailler tout seul, il travaille avec un ensemble de professionnels qui ont des compétences et des expertises différentes, et que si l'accréditation est médicale ou est d'une équipe médicale, elle embarque évidemment tout le monde. Alors l'accréditation des médecins, c'est quoi? Déjà, c'est un programme volontaire, il n'y a absolument aucune obligation de s'engager dans un programme d'accréditation. C'est un programme de gestion des risques qui permet une accréditation individuelle, c'est-à-dire un médecin qui va être accrédité au titre de docteur et de docteur Tartemuche, ou une accréditation en équipe qui permet d'embarquer un collectif professionnel. Ça ne date pas d'hier, quand même, puisque l'accréditation individuelle, elle existe depuis 2007 et elle a été ouverte à l'ensemble des équipes en 2012, donc ça fait déjà plus de 10 ans, et elle a été intégralement revue il y a quelques années de ça. Elle ne concerne pas tous les médecins, elle ne concerne pas toutes les équipes, elle concerne les équipes qui sont dites à risque, notamment de gynéco-obstétrique, et j'en passe un certain nombre qui, in fine, regroupent les spécialités chirurgicales, les spécialités interventionnelles et l'anesthésie-réanimation. Elle est mise en œuvre par des organismes accrédités, des organismes qui sont agréés par la HAS pour chacune des spécialités, donc à risque que j'évoquais, pour gérer l'engagement des médecins dans l'accréditation, pour gérer les travaux, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas juste de candidater, il y a quelque chose à faire. Et c'est intéressant parce qu'in fine, cette accréditation, elle est faite pour des médecins, pour des équipes, par des médecins. Parce qu'évidemment, dans ces organisations, ces organismes agréés, eh bien, vous avez des médecins, et ce sont des pairs. Donc, à l'instar de la certification, là aussi, c'est une évaluation et un travail par les pairs dans un cadre scientifique validé et donc agréé par la HAS, puisque ces OA, elles sont agréées par la HAS, et la HAS, elle, sert de support logistique et scientifique aux travaux qui sont réalisés. Donc, en pratique, comment ça se passe? Eh bien, les médecins participent à un programme dont les activités, en réalité, font partie de leur travail du quotidien. Sauf que c'est un peu comme tout, c'est-à-dire c'est plein de choses qu'on fait, mais sans croire le faire, ou qu'on ne dit pas qu'on le fait, mais en fait, on s'aperçoit assez vite qu'on le fait. Donc, in fine, le dispositif peut paraître lourd quand on s'embarque dedans en se disant qu'on va beaucoup structurer et beaucoup formaliser. Oui, certes, mais en fait, le fait, c'est déjà du quotidien de la pratique. Avec des thèmes qui reposent sur 5 piliers que vous voyez ici. D'abord, le travail en équipe, autour de la communication au bloc opératoire, les checklists, évidemment, et ça vous le savez par cœur, il ne s'agit pas de faire la checklist tout seul dans son coin. L'analyse des événements indésirables associés aux soins, là aussi, et le référentiel de certification le porte, à savoir l'analyse collective des événements indésirables, c'est-à-dire on réunit tout le monde autour de la table, parce qu'en général, celui qui n'est pas là, c'est celui qui va être responsable de l'événement indésirable, c'est tellement plus facile. Donc c'est mieux quand on a tout le monde. Un point autour de l'amélioration des pratiques avec la participation à des congrès, à des groupes de relecture, à la publication d'articles scientifiques, qui est un des piliers de ce travail d'accréditation. Un point aussi autour de la sécurité des patients, et notamment de travail autour des événements indésirables associés aux soins, ce qui évite le parking plein de neige qui glisse. Puisqu'on est bien concentré sur ce qui a un impact sur les soins pour les patients. Et là aussi, on retombe sur la déclaration, l'analyse et la mise en place de barrières de sécurité pour éviter que l'événement indésirable associé aux soins se reproduise. Des sujets autour de la relation avec le patient, de l'analyse de la satisfaction des patients, type les PREMS, dont ISATIS, puisque alors, les mots PREMS et PROMS sont un peu compliqués, mais en fait, PREMS, c'est ni plus ni moins de l'analyse de l'expérience patient. Donc, quand vous faites ISATIS, alors je ne parle pas que de recueillir ISATIS, hein, quand vous faites ISATIS, que vous recueillez ces indicateurs de satisfaction, que vous les analysez, eh bien, déjà, vous faites du PREMS. Et puis, le PROMS, c'est ce que Valérie expliquait ce matin, à savoir quel est mon état de santé avant de prendre les antidépresseurs, quel est mon état de santé après les antidépresseurs, et au final, je m'aperçois que quand je n'ai pas les antidépresseurs, je vais moins bien, et donc on renforce la compliance au traitement.
Et puis le dernier, c'est la santé du professionnel. C'est évidemment extrêmement important compte tenu du contexte actuel et on rejoint les questions de qualité de vie au travail. Ces 5 points, vous voyez qu'ils sont formalisés, qu'ils sont structurés dans le cadre de l'accréditation des médecins, mais en réalité, ça, c'est déjà le quotidien des médecins. Dans la vraie vie, déjà, on fait la checklist, en principe. Dans la vraie vie, on déclare les événements associés aux soins. Dans la vraie vie, on le fait avec des équipes. On évalue la qualité de l'expérience et de la satisfaction des patients. Donc tout ça se met dans un cadre général qui est plus normé, qui est plus structuré, mais qui au final n'est pas du surplus d'activité pour les équipes qui s'engagent dans l'accréditation, parce que ça reflète le quotidien et ce qui est déjà la vraie vie de ces équipes. Alors les bénéfices, pour les patients, il est évident, c'est-à-dire qu'on a la certitude que l'équipe par laquelle on va être pris en charge est engagée dans une démarche structurée, formalisée, collective d'analyse de ces pratiques, de formalisation de ces pratiques, de dézoomage sur ces pratiques pour pouvoir les améliorer. Pour les médecins et pour les équipes, c'est un engagement, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux les macarons qui sont repris pour la certification à l'échelle de l'établissement, mais c'est aussi également très utile pour une équipe médicale, pour un médecin, de pouvoir expliquer à ses patients que l'équipe d'ortho de je ne sais quelle clinique ou centre hospitalier est accréditée, puisque là on descend bien, c'est parfois le reproche qui est fait à l'assertif, on descend bien à l'échelle de l'équipe. C'est un dispositif qui permet de s'améliorer, ça c'est quand même pour le coup utile. C'est un dispositif qui permet de créer des liens entre l'ensemble des professionnels qui composent l'équipe. Et puis évidemment, c'est aussi un moyen d'embarquer d'autres équipes parce que ça peut faire tache d'huile. Et c'est ce qu'on disait ce matin sur comment impliquer des médecins. Il suffit d'un, peut-être deux, de gens qui se disent « tiens, ça a l'air quand même pas mal ce qu'ils font ». Ou en tout cas, c'est utile avec des retours positifs et ça peut amener d'autres personnes à vouloir s'engager. Et puis le dernier intérêt, il est pour les établissements de santé. D'abord parce que vous l'avez vu, c'est un dispositif qui pousse les professionnels à déclarer des événements associés aux soins. L'intérêt, ce n'est pas de le faire que dans le cadre de l'accréditation, mais c'est de faire profiter à l'établissement de l'analyse des événements indésirables associés aux soins qui sont déclarés dans le cadre de l'accréditation pour que tout ça intègre évidemment le dispositif global de gestion des risques de l'établissement. Et puis, si pour l'heure, l'accréditation des médecins est un critère avancé du référentiel, ça pourrait ne pas durer. Tout ça, on en a parlé. Donc à la fin, un peu comme le macaron de l'assertif, vous recevez, en tout cas l'équipe qui est accréditée, reçoit une attestation qui est signée par la Haute Autorité de Santé, qui précise la spécialité du médecin, c'est le nom de l'établissement, la ville, etc. qui est reprise, l'ensemble des professionnels qui sont intégrés dans l'équipe et qui ont participé au travail d'accréditation. Et cette attestation est évidemment un bon outil de communication. Sans compter que cette accréditation, elle a aussi vocation dans les mois qui viennent, je crois que c'est au mois de décembre, d'être rendue publique sur Caliscope, puisque vous savez, chaque établissement sur Caliscope retrouve ses résultats de certif, retrouve les indicateurs qualité-sécurité des soins. Il y aura sur cette page-là la liste des médecins et équipes accréditées qui relèvent de l'établissement de la page en question. Et si mes informations sont bonnes, je crois qu'on retrouvera aussi les résultats des établissements médico-sociaux qui ont passé leur évaluation et qui seront publiés maintenant dans les prochains mois. Donc le référentiel actuel, je vous l'ai dit un petit mot, plusieurs points sur la promotion de l'engagement dans l'accréditation, le fait que tous les secteurs à risque ont au moins un médecin ou une équipe accréditée. Donc ce n'est pas un médecin ou une équipe accréditée dans l'établissement, c'est bien chaque secteur à risque, l'attendu en tout cas, c'est bien que dans chaque secteur à risque, on ait au moins un médecin accrédité ou une équipe accréditée, que l'établissement ait identifié les médecins qui sont éligibles à l'accréditation, mais qui ne se sont pas encore engagés, et d'établir avec la gouvernance de l'établissement, et évidemment la CME prend un rôle tout particulier en la matière, pour établir un échéancier d'engagement, puisque je vous le disais, c'est-à-dire que les actions d'amélioration qui sont mises en œuvre par l'équipe qui est en cours d'accréditation ou qui a été accréditée
doivent intégrer le dispositif institutionnel de l'établissement. Donc cette petite campagne de communication que vous avez peut-être vue sur les réseaux sociaux de la HAS et sur lequel évidemment vous pouvez vous appuyer, quelques affiches, des plaquettes de présentation, un support de présentation qui permet sans doute en interne, en CME, d'avoir quelque chose d'assez simple et d'assez pratique pour essayer de convaincre ceux qui ne le sont pas encore. Et ils sont nombreux, soyons honnêtes. Quelques résultats, un peu à l'instar de ce que présentait Leslie ce matin sur le numérique, quelques résultats sur la Bourgogne-Franche-Comté, sur les deux critères qui font référence à l'accréditation. Le premier, en bleu foncé, vous avez ceux qui ont atteint la cible, en bleu clair, ceux qui ne l'ont pas encore atteint. Donc vous voyez que sur le critère 3706, qui est celui que je vous décrivais à l'instant, on a à peu près la moitié des établissements qui l'ont atteint. On n'a pas fait le détail par type d'établissement, mais c'est principalement des établissements privés. Oui. Ça va être purement étymologie, mais pourquoi avoir parlé uniquement d'accréditation médecin et d'équipe médicale? Pourquoi pas avoir dit simplement équipe soignante et intégrer tout le monde? C'est écrit que c'est les médecins. Donc c'est pour ça, en fait, on fait reposer l'accréditation sur le médecin, parce que la loi prévoit le médecin, et en pratique, c'est le médecin qui porte l'accréditation. D'accord, oui, mais justement, c'est équipe médecin et équipe soignante. Équipe médicale. Elle est soignante, mais comme la décision, elle est intuitu personnée sur le médecin, elle embarque des gens derrière, mais réglementairement, elle ne peut reposer que sur le médecin. Voilà. Je ne vous dis pas que c'est satisfaisant, mais enfin, c'est le problème de la loi, elle ne l'est pas toujours. Je continue? Ou on fait un point là-dessus ou quelques points sur les actualités du futur référentiel. Alors ceux qui ont assisté, je ne vais pas en dire beaucoup plus que ce qui a été dit la semaine dernière lors du webinaire, si ce n'est que depuis jeudi dernier, on a progressé, puisqu'on a aujourd'hui une version qui est stabilisée avec de nouveaux retours et qui doit désormais, qui n'a plus qu'à être validée par le collège de la HAS, donc on progresse. Un point important, cette nouvelle version du référentiel, c'est une évolution plus importante que les évolutions annuelles à laquelle on est désormais habitué, mais ce n'est pas une révolution. On ne va pas tout revoir comme on a revu entre la V2010 et la V2014, entre la V2014 et la version 2021. Et il y a un certain nombre de choses qui restent entre les deux versions. D'abord, la structuration du référentiel, ça ne change pas. Donc on aura toujours un chapitre sur le patient, un sur les équipes et un sur l'établissement. On aura toujours des objectifs, on aura toujours des critères et on aura toujours des éléments d'évaluation. Les méthodes d'évaluation, c'est pareil, elles ne changent pas. Donc il y aura toujours 5 méthodes, patient, parcours, traceur, traceur ciblé, audit système et observation. L'organisation des visites, ça ne change pas. Et les 4 niveaux de décision ne changent pas non plus. Les macarons que vous connaissez du vert foncé au rouge ne changent pas non plus. Donc ça, ce sont pour les éléments de stabilité. Pourquoi? Parce qu'en gros, je crois qu'elle plaît plus que les précédentes, cette version de la certification, que tous les retours qu'on a, c'est qu'elle est davantage tournée vers le terrain, qu'elle est plus inclusive des professionnels, qu'elle est orientée vers le résultat et moins sur la structuration de la procédure. Et donc, nous, c'est tout à fait dans l'objectif de ce qu'on portait. Donc, si l'objectif est atteint, tant mieux. Mais pour autant, il y a des choses qui vont quand même un peu changer. Les objectifs vont être définis. Il y a 15 objectifs dans le référentiel aujourd'hui. Il y en aura 12 dans le référentiel de demain. 4, 4 et 4 dans chacun des 3 chapitres. On a aussi essayé d'améliorer l'équilibre du nombre de critères dans chacun des objectifs, puisque évidemment, vous connaissez le système, ça fonctionne par un système de moyenne, de moyenne, de moyenne. Donc plus il y a d'éléments dans un critère, plus c'est noyé, plus il y a de critères dans un objectif, plus c'est noyé, etc., etc. Donc l'équilibre, il est meilleur dans cette nouvelle version du référentiel. Idem sur le nombre d'éléments d'évaluation. Vous aviez aujourd'hui des critères sur lesquels il y avait 1 ou 2 éléments d'évaluation, d'autres vous en avez 12 ou 13. Donc évidemment, ils n'ont mathématiquement pas le même poids. On a fait attention à ce que dans le futur, dans chaque critère, il y ait pas moins de 4 éléments d'évaluation, pas plus de 6 éléments d'évaluation. Et puis on a continué
porter les enjeux qui étaient ceux de la qualité, enfin ceux de cette version actuelle, à savoir l'engagement du patient, à savoir la coordination territoriale, à savoir le travail en équipe, et puis une déclinaison avec des attendus renforcés dans certains secteurs, notamment en psychiatrie, notamment dans les secteurs de soins critiques, aux urgences, sans doute aussi dans les secteurs de consultation externe, qui sont des acteurs fondamentaux du système de soins. On a aussi renforcé les attendus en matière de coopération territoriale. Donc, ce référentiel, il va sortir au mois de janvier. Je n'ai pas encore la date exacte, mais ça sera en janvier. Il y aura un webinaire de présentation le 21 janvier, je crois, enfin c'est sûr même, le 21 janvier qui en présentera les détails. Il est applicable à toutes les visites qui sont programmées à partir de septembre 2025, que ce soit la première visite, la deuxième visite, la troisième visite, toutes les visites sont concernées par ce nouveau référentiel dès lors qu'elles sont planifiées avant septembre 2025. Après septembre 2025. Et ben ça, j'ai déjà dit, donc c'était effectivement le 21 janvier. Un petit point peut-être sur les critères impératifs. Il y a 17 critères impératifs aujourd'hui dans ce référentiel. Dans le futur, on est peu ou prou au même chiffre. On ne va pas passer de 17 à 30. Donc on sera autour d'une vingtaine. Il n'y a pas non plus, en l'état actuel de nos réflexions, de bouleversement sur ce que sont les critères impératifs. La dignité va rester un critère impératif, la douleur va rester un critère impératif, plein d'autres en tête. Et ce que je vous disais ce matin, c'est sans doute des critères, il y aura sans doute moins de critères impératifs dans le chapitre 3 et qui seront probablement plus orientés sur ce qui peut mettre directement en jeu la sécurité des patients, ou en tout cas la prise en charge des patients, notamment autour des situations sanitaires exceptionnelles, mais qui est déjà aujourd'hui un critère impératif. Donc pas de gros changements. Côté des critères avancés, en revanche, vous saviez, ces critères avancés qu'on avait expliqué que c'était le standard de demain. Donc certains critères avancés vont devenir des standards. D'autres et de nouveaux critères avancés vont apparaître autour des sujets qu'on a évoqués ce matin, notamment de la simulation en santé, notamment autour de l'intelligence artificielle et de la maîtrise des risques liés à l'usage de dispositifs médicaux qui utilisent l'intelligence artificielle. Et peut-être aussi, je crois, sur, encore une fois, ça change parfois toutes les heures, donc autour de la responsabilité des professionnels dans les soins éco-responsables et le fait d'essayer de faire attention quand on utilise des choses pour ne pas tout mettre à la poubelle, même quand on ne s'en est pas servi. Est-ce que vous avez des questions auxquelles je peux répondre ? Concernant la thématique de cet après-midi, le travail en équipe, est-ce qu'il y a si c'est possible de le dire, est-ce qu'il y a des critères supplémentaires qui vont être, ou alors on a cru comprendre que l'accréditation passerait en critères standards, et sur les autres, notamment la participation au projet Pacte qui était aussi en critères avancés, est-ce que ça restera en critères avancés? Est-ce que ça devient... Alors, on a en l'état, encore une fois, en l'état actuel, sans doute que l'accréditation va effectivement devenir un critère standard applicable aux établissements qui sont concernés par les secteurs à risque, bien évidemment. Sur Pacte, on a dézoomé Pacte pour l'intégrer au titre d'autres outils de travail en équipe. Donc, le critère sur le travail en équipe va rester un critère standard, puisqu'il y en a un aujourd'hui, mais qui va en fait ouvrir beaucoup plus sur tout un tas de sujets qui soient autres que Pacte. On a parlé de CRM santé, la simulation, qui peut être parfois même des EPP, qui permettent de travailler en équipe, etc. Donc voilà, il y a un critère sur le travail en équipe qui s'inscrit dans un objectif qui est plus large, qui est sur la gestion des ressources humaines et qui intègre ces dispositifs, mais il n'y a plus de critères de « je suis engagé dans Pacte » ou « je ne suis pas engagé dans Pacte ». C'est un outil parmi d'autres. Ouais. Alors moi j'ai une question parce que je travaille en réanimation et on parle de qualité et de sécurité des soins et nous on se pose la question d'essayer d'avoir une habilitation des professionnels de santé à utiliser du matériel industriel.
Par exemple, utiliser un scope, par exemple en salle de réveil au bloc opératoire en réanimation. Et je me demande si l'HAS ne pourrait pas aussi imposer à l'industrie de créer des e-learning pour habiliter le professionnel à utiliser leur matériel. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes de matérovigilance parce que souvent, les personnels ils utilisent à moins de 15% la possibilité du matériel, d'un scope par exemple. Et alors nous, on y travaille. Quand on achète du matériel, on demande, nous par exemple, on a investi dans des machines de dialyse, d'hémofiltration en réanimation. Et donc on a demandé à l'industrie de créer un e-learning où on donne du temps au personnel paramédical pour se former en e-learning, plus un cours pratique. Et à l'issue de cette formation, l'industrie délivre un certificat, une certification à utiliser ce matériel. Et je pense que c'est quand même un levier qui peut être intéressant pour aller encore plus loin dans la sécurité des soins, dans les services techniques. Voilà. Ben, j'entends. Je ne maîtrise pas le sujet parfaitement, mais j'entends bien, et notamment sur les circuits de reconnaissance des dispositifs médicaux, sur la sécurité d'utilisation. Donc je ferai remonter l'idée. Juste me permettre, quand vous les avez recontactés en leur disant ce serait bien que vous fassiez un e-learning sûr, ils ont suivi ou ils le proposent en première intention? Voilà, ça dépend. Il y en a, sans citer de marque, mais il y en a qui le proposent d'emblée, mais ils sont très très peu. Mais le but, ça serait bien que ça soit imposé en fait, quoi. Quand on achète du matériel, que l'industrie habilite le personnel paramédical et médical à utiliser leur matériel. Et je pense qu'on gagnerait grandement en sécurité également. Ouais. Et en exploitation des usages de l'outil. Ok. Merci beaucoup.